bonsoir à toutes et à tous. Donc, pour cette quatrième rencontre des échos durables. Donc, les échos durables sont issus d'un partenariat entre Agropolis International, qui nous fait le plaisir de nous accueillir ce soir, et le département de l'Hérault. Donc, les échos durables, qu'est-ce que c'est? C'est un cycle de conférences, de rencontres entre des chercheurs d'une part et le grand public d'autre part, autour d'enjeux de société liés à l'environnement. Donc le thème de cette année, c'est réconcilier l'homme avec la nature. Donc au cours des 3 premières sessions, nous avons déjà abordé de nombreux sujets, le rapport entre la nature et la culture. Nous avons parlé aussi d'agroécologie, et la dernière en date, nous avons parlé des dérives de la monétarisation de la nature. Donc ce soir, pour ce 4e rendez-vous, pour lequel nous avons du public, oui, merci d'être présent, on a un sujet qui porte sur l'enseignement. Donc enseigner la nature et dans la nature. Alors c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur au département de l'Hérault. Pourquoi? Eh bien parce que cette année, nous célébrons 30 ans de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au développement durable au domaine départemental de Restinclières, qui est situé à Prades-le-Lez. Donc depuis 30 ans, le domaine départemental de Restinclières finalement est devenu un laboratoire, un support pour tester ces initiatives d'éducation à la nature et dans la nature. Donc ça se traduit par de nombreuses propositions d'animation, de projets d'action éducative portés par le département, entre autres, notamment vers la cible des collégiens qui viennent nombreux sur le domaine, mais aussi à travers plein d'autres initiatives portées par les nombreuses structures sur le site, et notamment par l'éducation nationale à travers sa structure dont nous sommes partenaires, le CREN, le Centre de ressources Éduc-Nature, dont nous avons ici la directrice Corinne Martel, qui interviendra ce soir sur ce sujet. Donc, éduquer à la nature et dans la nature, donc au-delà du phénomène de mode, nous allons interroger ce soir les fondements, l'histoire et les pratiques donc autour de ce vaste sujet. Et pour ce faire, nous avons 3 intervenants. Tout d'abord, donc Aurélie Javel, qui est ethnologue et enseignante à Montpellier Supagro. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Donc Corinne Martel, directrice donc du Centre de ressources Éduc-Nature, donc situé dans le domaine départemental de Restinclières à Prades-le-Lez. Et nous avons Sylvain Vagnon, qui est socio-historien donc de l'éducation à l'Université de Montpellier. Donc bonsoir à tous les 3 et merci d'être avec nous. Voilà, je redonne la parole à Mélanie. Oui, donc comme nous l'a rappelé Anne, au fil des précédentes conférences de ce cycle, nous avons vu que changer notre rapport à la nature exige aussi ou nécessite des changements culturels profonds, et c'est pour ça que nous nous intéressons aujourd'hui aux questions d'éducation. Et donc pour commencer, nous allons passer la parole à Aurélie. Donc Aurélie qui travaille sur le monde agricole, les professionnels du monde agricole et la façon dont ils appréhendent la nature, qui enseigne aussi à des étudiants donc, qui vont être destinés à travailler en lien avec les éléments de nature, donc des futurs agronomes ou techniciens de l'environnement. Et donc Aurélie, à travers votre expérience, cette expérience-là, que pouvez-vous nous dire un peu du lien entre les pratiques professionnelles et les perceptions donc qu'ont ces personnes-là de la nature? À vous. Merci Mélanie, merci Anne pour m'avoir invité ce soir à participer à la réflexion sur le sujet. Donc je suis effectivement ingénieure de recherche en anthropologie de l'environnement, donc dans une école supérieure d'agronomie. Donc comme tu l'as dit, en fait je travaille sur les relations que des maraîchers entretiennent en fait avec les éléments de nature dans un contexte de production, ce qui demande d'avoir des savoirs spécifiques pour développer une autre posture envers la nature, et également des enseignements auprès d'ingénieurs agronomes et des étudiants en licence pro, donc un public plus âgé que le vôtre, sur les enjeux anthropologiques à la transition agroécologique. Donc c'est sur cette base-là, en fait, donc sur un contexte donc très agronomique que je vais parler ce soir, et que je vais partager mon expérience sur les savoirs, avant de donner la parole à Corinne et à Sylvain, qui eux vont plutôt aller sur les questions d'enseignement. Alors déjà, je vais commencer par présenter, alors évidemment à très grands traits, le modèle agricole industriel.
qui était, qui est toujours d'ailleurs extrêmement efficace parce qu'il limite en fait les options techniques auxquelles l'agriculteur a le choix. Et il permet également d'être très efficace en supprimant les perturbations qui peuvent arriver en fait dans le système de production, en réduisant la diversité de l'environnement. On connaît tous les parcelles, les monocultures sur des parcelles. Et donc, dans ce contexte, les éléments de nature sont plutôt considérés en fait comme des facteurs limitants, puisqu'ils peuvent apporter en fait des freins à la maximisation de la production. Et donc, dans ce système, en fait, les connaissances agricoles sont basées sur des savoirs scientifico-techniques qui sont diffusés en fait depuis le monde de la recherche vers les agriculteurs, donc de manière descendante. Les savoirs sont construits en laboratoire, ils sont applicables de manière la plus générique possible et donc appliqués un peu comme des outils clés en main par les agriculteurs. Alors évidemment, ça s'est dressé à très grands traits, donc si une analyse beaucoup plus fine et beaucoup plus subtile vous intéresse, je vous renvoie au texte qui a été publié par Nathalie Girard en 2014, je crois, qui analyse donc tout ce processus. Mais en tous les cas, pour ce qui m'intéresse là ce soir, c'est vraiment ces caractéristiques-là que je compare donc à présent avec le système agroécologique, dont le précepte, c'est de mobiliser les fonctionnements écologiques et de faire avec la nature. Et là, on verra tout à l'heure que faire avec n'est pas toujours interprété de la même façon selon les acteurs. Et en fait, l'agroécologie demande de fait de réintroduire de la biodiversité dans les processus de production, mais du coup, ça ramène de la complexité, de l'incertitude, des risques que le système industriel avait diminué au maximum. Les éléments de nature, eux, du coup, ne sont plus un facteur limitant, mais au contraire des éléments avec lesquels l'agriculteur doit composer. Donc, on change complètement de posture. Et si on n'est pas dans une agriculture, dans une agroécologie, de substitution poste à poste, où en fait on ne change pas le système, on change juste par exemple un produit par un autre, là on va vers une agriculture dite de rupture, où là on reconfigure le système complet. Et là, dans ce cas-là, ça peut amener en fait à changer la posture qu'on a envers les éléments de nature, où là, ce ne sont plus des objets qu'on contrôle, mais au contraire des acteurs avec lesquels interagir. Et là, du coup, les savoirs ne sont pas les mêmes. Donc, les savoirs qui sont mobilisables en système agroécologique, donc ce sont des savoirs qui ne sont pas stabilisés à l'inverse du système industriel, où là ce sont des savoirs qui sont en construction, vu qu'on est en train de redécouvrir sans arrêt des éléments, qui sont fluctuants au fil du temps, etc. Ce sont des savoirs qui sont liés évidemment aux spécificités des lieux. Ce qui est valable sur une parcelle ne l'est pas sur une autre parcelle ou dans un paysage, valable dans un autre paysage. Ce sont des savoirs qui permettent d'appréhender la complexité, qui est de retour. Alors que là, avant, dans le système industriel, on était dans des systèmes le plus simplifiés possible pour être le plus maximisé. On a besoin de savoirs qui permettent de pallier les zones blanches, en fait, qui ne sont pas couvertes par la science, parce que la science est aussi en train de se faire, donc elle ne maîtrise pas tous les fonctionnements des agroécosystèmes. Donc là, on fait appel au savoir des agriculteurs pour compléter, venir se croiser en fait pour essayer de gérer en tous les cas la situation. Et puis, si on est dans une agriculture qui questionne le changement de posture, il faut des savoirs qui justement retranscrivent ce changement de posture. Et là, je vais y venir en fait sur ces savoirs. Alors, dans ce contexte, on parle donc de savoirs locaux de plus en plus. On parle de savoirs empiriques. Donc là, je cite toujours Nathalie Girard qui dit que les savoirs empiriques sont redécouverts parce qu'ils accordent une importance particulière aux conditions locales et aux connaissances acquises par la pratique en situation. Donc là, on voit tout l'intérêt évidemment des savoirs locaux pour faire face à la nouvelle situation, au nouveau contexte amené par l'écologisation des pratiques. Donc on réhabilite ces savoirs locaux dans les questions agronomiques. Alors évidemment, il ne s'agit pas, souvent en fait on parle de savoir empirique versus savoir scientifique, donc il ne s'agit pas de séparer les deux, ce sont des savoirs qui s'hybrident, qui se rencontrent, qui se croisent. Mais de manière un peu caricaturale, on sépare les deux. Mais en tous les cas, les savoirs locaux sont redécouverts aujourd'hui. Voilà, on travaille avec les agriculteurs pour essayer de trouver des solutions. Et alors, dans toute cette panoplie de savoirs locaux, moi, je m'intéresse particulièrement aux éco-savoirs. Les éco-savoirs, en fait, c'est un concept qui a été posé par Anne Monneron, qui est une chercheuse en sciences de l'éducation. Et
ces éco-savoirs, en fait, ont l'intérêt de montrer, en fait, le processus de construction au fil des expériences, au fil des vécus, en fait, des agriculteurs, qui s'adaptent au rythme des éléments de nature, au rythme de la nature, qui n'est pas forcément le même que les exigences de production. Donc ça veut dire que l'agriculteur peut faire un effort pour essayer d'ajuster et de composer en fait entre les différents rythmes, mais ça veut dire aussi que ça se construit au fil du temps, au fil des expériences, au fil des saisons. Ce sont des savoirs qui mobilisent les sens, parce que là, on est dans un savoir incarné, là, pleinement, c'est-à-dire c'est l'agriculteur dans sa globalité, avec ses affects, avec ses émotions, avec évidemment son intellect, il ne s'agit pas de l'enlever non plus, et ses sensations qui participent à la construction, en fait, c'est un tout qui participe à la construction de ces savoirs-là. Donc, quand on dit en fait que ce sont des savoirs qui permettent de répondre au rythme de la nature, ça veut dire qu'on considère que la nature n'est plus un objet que l'humain contrôle, même si c'est de façon écologique, mais ça devient des actants. Là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, ce sont des actants qui ont des propositions, entre guillemets, à faire à l'agriculteur. Et l'agriculteur réussit à se mettre dans une posture d'écoute, d'accueil, de composition avec ces propositions-là, et de co-construction pour produire quelque chose, pour produire des biens alimentaires, pour produire également d'autres services. Alors, c'est pas une idéalisation, on n'est pas dans une nature merveilleuse, parfaite, qui fait tout pour faciliter les choses à l'agriculteur, bien entendu, mais en tous les cas, il y a un dialogue. Et donc, on voit que c'est une posture totalement différente d'être un agriculteur qui sait, un humain qui sait, alors que ce soit le scientifique ou que ce soit l'agriculteur, ce serait le seul à savoir et à imposer unilatéralement sa volonté sur des objets, ou alors dans une posture où on est avec un humain qui se met en dialogue avec des éléments de nature, donc qui deviennent une réelle entité avec laquelle interagir. Donc ça, c'est quand même un changement de posture assez conséquent. Donc ça demande forcément des postures d'enseignement assez différentes que ce que le système traditionnel a pu, auquel le système traditionnel a pu nous formater. Ça veut dire donc, pour reprendre le titre de ce soir, enseigner dans la nature. Parce qu'effectivement, ces éco-savoirs, en tout cas les savoirs qui permettent de changer de posture envers la nature, ne peuvent pas se satisfaire d'une formation uniquement en salle, d'une formation strictement intellectuelle, c'est-à-dire surplombante sur la nature, mais ça doit se faire dans la nature pour que le corps se confronte au vivant, pour que les sens apprennent, pour que les émotions aient leur rôle à jouer dans la construction de ces savoirs. Donc on a besoin d'être dans le concret et on a besoin d'être dans le faire pour justement dépasser ces a priori. Et on voit beaucoup là de personnes qui veulent venir à l'agriculture, qui ont des a priori sur la nature et qui, parce qu'ils se confrontent à la nature, changent dans leurs a priori et changent dans leur relation avec la nature. Donc ça, c'est effectivement, cette expérience est extrêmement importante. Et puis le dernier point, c'est enseigner la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement, on peut enseigner des connaissances intellectuelles, on peut enseigner des noms sur des plantes ou des animaux, on peut enseigner des techniques pour agir sur la nature. Mais il faut surtout, à mon sens, remonter à toutes les dimensions anthropologiques, ontologiques, philosophiques qui guident et qui orientent ces choix techniques, et qui sont à la source en fait de ces pratiques. Et c'est ça qu'il faut enseigner et qui fait qu'aujourd'hui encore on a du mal avec la transition agroécologique, c'est-à-dire souvent on va sur des questions techniques sans remonter à la source, en fait, si j'ose dire, qui est effectivement tout ce qui nous formate à agir de cette façon-là. Et enseigner la nature, ça veut dire se poser ces questions-là. Et là, du coup, je passe la parole à Corinne et à Sylvain pour poursuivre en fait sur ces dimensions d'enseignement avec peut-être une introduction. Donc, juste une petite transition rapide. Non, mais merci Aurélie pour cette ouverture, parce que c'est vrai que les personnes qui sont le plus au contact de la nature, quand même, ce sont les agriculteurs. Et c'est une bonne source de connaissances. Ils connaissent très bien ces milieux. Mais c'est vrai que changer notre rapport à la nature, ça concerne l'ensemble de la société, parce qu'on a des gros enjeux de gestion des ressources naturelles et d'équilibre même
planétaire. Donc, ça concerne l'ensemble de la société. Comme l'a dit Aurélie, ce sont des savoirs qui se construisent pas seulement intellectuellement, mais aussi émotionnellement, à travers les sens et à travers l'affectif même. Et donc, ça se construit aussi dès le plus jeune âge. Donc, c'est important dès le plus jeune âge, dès l'éducation maternelle, primaire, même avant, de s'intéresser à ces pratiques. Et donc, avec Sylvain et Corinne, on va aller un peu plus loin dans l'historique, les fondements et les pratiques d'enseignement dans la nature, donc à l'école. Merci pour cette présentation. Alors effectivement, on va essayer d'être en lien avec ce qu'a dit Aurélie, parce que dans ce changement de posture de l'enseignement, de l'enseignant d'ailleurs, et de la relation pédagogique, finalement, ce changement de posture a une histoire, et on va essayer de voir un petit peu qu'au-delà de l'effet de mode actuel de l'école dehors, il y a une vraie histoire, des principes, des pratiques aussi qui sont mis en place dès le 19e siècle et même un peu avant. Et puis, ça nous permettra aussi de faire un travail en binôme avec Corinne pour essayer de voir ce lien justement entre le côté historique et puis le côté très actuel avec les questionnements qui se posent aujourd'hui sur cette école dehors. Donc, je vais commencer immédiatement sur la question un peu de l'histoire ancienne. Et la question de l'histoire ancienne est importante parce que dire qu'il y a une histoire, ça veut dire aussi qu'il y a une mise en perspective, ça veut dire que les enseignants qui aujourd'hui se mettent à enseigner la nature ou qui se mettent à enseigner dans la nature doivent s'appuyer aussi, et peut-être même certaines fois avoir une légitimité sur le fait qu'il y a une mise en perspective historique de ces questionnements. Alors là, je vous ai mis quelques noms qu'on repère, évidemment. Ce sont là ici des pédagogues dits d'éducation nouvelle qui ont été à la fin du 19e. Vous voyez Célestin Freinet avec une classe paysage, donc c'est-à-dire l'idée pour lui aussi et classe promenade d'aller sur le terrain immédiatement. Et puis Ovid de Crolly, qui est un pédagogue belge et qui a souvent eu cette phrase de dire que justement la classe ou l'école, c'était quand il pleut, sous-entendu évidemment que dès qu'on peut sortir, on va essayer de sortir et on pourra être à l'extérieur pour avoir des apprentissages concrets. Et puis j'ai mis aussi Maria Montessori qui, dans cette mouvance d'éducation nouvelle, a essayé aussi de montrer le lien entre l'enfant et l'environnement. Ici, et derrière tous ces pédagogues d'éducation nouvelle, il faut voir aussi cette notion très forte aussi de liberté, et c'est pour ça que le nom de Summerhill, c'est-à-dire des libres enfants de Summerhill, c'est tout le courant aussi libertaire qui est important, et notamment un pédagogue qui s'appelle Paul Robin, moins connu, mais qui a théorisé justement, et j'y reviendrai, sur l'idée d'une éducation qui ne peut se faire qu'en lien direct avec la nature. Alors, j'ai mis quelques images pour vous montrer justement aussi, pour légitimer aussi mon propre propos, vous montrer que donc au début du XXe siècle, ces mouvements d'éducation nouvelle vont créer des écoles pour tout type d'enfants et vont immédiatement penser la classe comme ce qu'ils appellent un pis-aller, c'est-à-dire on se met en classe quand on peut, mais dès qu'on peut, on va sortir. Et là, vous avez une image un peu particulière, parce qu'ils vont faire de la musique et de la danse en sortant ici un piano. On est pourtant là, c'est une image de Bruxelles, donc c'est pas vraiment l'endroit idéal. On n'est pas à Montpellier. Il arrive qu'il pleuve certaines fois, mais rarement, mais ça arrive. Et on s'aperçoit que cette école se fait aussi à l'extérieur. Ici, une autre image, là, ici, d'éducation nouvelle pour que les enfants soient en lien direct aussi avec les éléments de la nature. C'est important parce que tout à l'heure, nous parlerons des forest schools. Là, c'est pas nécessairement l'idée d'être dans la forêt, mais d'être en lien avec justement cette nature. C'est l'idée aussi d'une sorte de philosophie de la nature qui permettrait à l'enfant d'être lui-même en développement, avec aussi un environnement qui n'est pas simplement végétal, mais qui est aussi animal. Et là, vous voyez vraiment la volonté de mettre un nombre d'animaux ici en contact avec les enfants. Des enfants qui, certaines fois, sont de milieux ruraux, mais aussi de plus en plus urbains. Ça, nous y reviendrons parce que, justement, cette idée d'école dehors, c'est aussi une école pour tous, qu'ils soient d'enfants ruraux ou urbains. Et puis, toujours dans cette même logique, c'est de montrer aussi un mouvement qui s'appelle des écoles en plein air. C'est un mouvement qui est aussi au début du XXe siècle et qui a essayé de repenser l'architecture. Et là, je vous ai mis quelques images parce qu'il y a notamment une école à Suresnes
qui existe encore et qui a été créé dans les années 20, des années 30, où vous voyez l'idée, c'est-à-dire on essaye d'ouvrir au maximum, hein, il reste dans la classe, mais donc sur Rennes, c'est près de Paris, et c'est pas aussi non plus un climat toujours favorable, mais c'est de montrer aussi que en restant dans la classe, en ouvrant vers l'extérieur, eh bien il y a cette volonté d'être en contact avec des éléments, avec le vent, avec certaines fois le froid, et notamment aussi d'être capable de vivre un rythme biologique avec la nature, et notamment depuis aussi la pédagogue Pichler, qui est hongroise, d'essayer de montrer qu'on peut se reposer à l'extérieur, et c'est une volonté de faire des siestes, par exemple, systématiques pour les enfants. Donc toutes ces images vous montrent un petit peu la variété véritablement de cette histoire, et cette histoire, elle est liée à l'éducation nouvelle et aux méthodes actives qui ont, dès le départ, lié cette notion, leur principe, avec celui de la nature. Et donc, en quelques mots, c'est d'abord l'idée d'une primauté de l'éducation intégrale, c'est-à-dire que si on veut développer un enfant dans sa globalité, c'est-à-dire dans l'intellect, dans le corps et dans l'affectif, eh bien, il faut être en contact avec la nature. On ne peut pas le faire simplement par un côté livresque, ça serait un surdéveloppement de l'intellect. Vous voyez qu'en disant ça, évidemment, c'est un contraste très fort avec une école classique qui, visiblement, privilégie toujours le livresque avant de penser, en tout cas, à une intégration complète de l'enfant. Et puis aussi, c'est la prise en compte des intérêts et des besoins de l'enfant, et ça, c'est important parce que ces intérêts et ces besoins de l'enfant, un besoin biologique, se fait avec la nature. Et c'est pour ça que ces pédagogues appuient sur le besoin d'être en nature et d'être avec la nature, même si on éduque à la nature en même temps. Et puis, respect du rythme de l'enfant, c'est aussi assez fondamental parce que ça montre aussi la volonté de penser le développement et l'éducation en lien direct avec son rythme, et donc aussi un rythme biologique. Et c'est là aussi l'importance de la nature et de l'environnement aussi qui est à prendre en compte. Singularité de l'enfant, je le mets parce que c'est aussi la volonté de se dire que certains enfants adorent courir, jouer dans la nature, puis d'autres peut-être observer simplement. Ça part nécessairement un besoin, et on voit bien que cette prise en compte de l'individu en tant que tel peut se faire de façon privilégiée avec un lien direct avec la nature. Et donc l'autonomie, si on la prend dans sa définition, qui est finalement de se connaître soi-même et de connaître soi avec les autres, eh bien le fait même d'enseigner dans la nature est un phénomène qui privilégie justement ce développement à l'autonomie. Ça ne le rend pas autonome, c'est pas là ce que j'essaye de montrer, c'est que les méthodes actives ne sont pas nécessairement actives parce qu'on va et on le verra tout à l'heure avec Corinne, on va à l'extérieur, mais c'est un levier, en tout cas assez fondamental, pour permettre aussi à l'enfant d'être un être social, c'est-à-dire d'être avec les autres et de connaître l'entraide ou la coopération. Évidemment, la question aussi qui se pose, c'est que cette éducation doit se faire dans la confiance et la bienveillance. C'est une confiance aussi, et la notion de risque doit être prise, puisque si on va dans la nature, la notion de risque veut dire que on va avec les enfants leur faire confiance pour connaître aussi un peu de plus en plus leurs propres limites. Donc la nature est un lieu privilégié pour ces pédagogues d'éducation nouvelle, et c'est évidemment ici un élément fondamental. Alors évidemment, la question que j'ai envie de poser à Corinne et que je vais lui poser, c'est justement, est-ce qu'on assiste à un engouement justement actuellement sur cette école dehors? Alors oui, Sylvain, effectivement, on observe cet engouement. Je veux bien prendre... Merci. Mais aussi, il faudrait remettre en contexte, c'est-à-dire que globalement, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé dans la nature bien avant tout ce qui se passe maintenant. Donc la classe dehors a été pratiquée par plein de monde, plein d'enseignants, mais tout cela a pris place, alors un peu même avant, 1882, par Jules Ferry, qui a voulu ancrer ses apprentissages dans un concret, c'est-à-dire sortir dehors, faire la classe nature, faire des classes promenades, des leçons de choses. Voilà, tout ça vient un peu de là. Ensuite, il y a également énormément d'acteurs de terrain qui ont travaillé déjà... Enfin, au moins dans les années 1960, on peut les replacer à ce moment-là. Donc, ce sont des associations de l'éducation au développement durable
Alors, je peux citer par exemple ici très concrètement, on a tous des réseaux qui sont créés d'éducation développement durable comme Cooper 34, on a le GREN pour l'Occitanie, et si on va au niveau national, même le FREN. Donc voilà, tous ces gens-là travaillent activement là-dessus. Et il y a aussi les mouvements de l'éducation populaire qui se sont vraiment activés sur l'enseignement à l'extérieur des murs de classe. Et là, on va avoir les PEP, les CMEA et aussi l'Office central de la coopération à l'école. Alors, effectivement, actuellement, il y a une augmentation de cet intérêt, mais il s'explique pour différentes raisons. Tout d'abord, parce qu'il y a une généralisation de l'éducation au développement durable dans les programmes de l'éducation nationale. C'est apparu à peu près en août 2019, avec une réactualisation et vraiment des précisions au niveau des programmes, au niveau de l'éducation au développement durable, avec un lien avec les objectifs de développement durable qui sont apparus en 2020. Donc vraiment, juillet 2020, c'est assez récent. Ces objectifs de développement durable donc, sont proposés par l'UNESCO. Donc, il y a eu cette crise sanitaire entre-temps, donc 2019, on est vraiment là-dedans, et actuellement, il y a eu un vrai appel à enseigner à l'extérieur des murs de classe pour des raisons sanitaires, mais pas que. Voilà. Donc, en gros, il y a différents parcours qui sont travaillés pour nos élèves dès la maternelle et jusqu'au lycée, voire à l'université pour certains. Comme le parcours citoyen, on va travailler l'éducation morale et civique. Ensuite, le parcours santé, et effectivement, être dehors permet également de faire du sport, de se bouger. Et le parcours éducatif, artistique et culturel qui va permettre de mettre en lien pas mal de disciplines finalement, que ce soit artistique, culturel, scientifique aussi, et de fait éducatif. Donc, nous sommes dans de la pédagogie de projet. C'est-à-dire qu'on va partir d'un projet avec une classe, avec des enseignants, et à partir de là, on va pouvoir travailler plein de choses. Et la transdisciplinarité, c'est ce qui est important et intéressant avec la pédagogie en extérieur. Et pour cela, il y a plein de dispositifs qui existent et sur lesquels on peut travailler, nous, enseignants. Par exemple, les aires terrestres et les aires marines éducatives. Donc, ce sont proposés par l'Office français de la biodiversité. Et à partir de là, par exemple, on va pouvoir faire un inventaire de biodiversité, que ce soit végétale ou animale, et travailler en tant que citoyen responsable, donc là je me mets à la place de l'élève, pour travailler le bien commun, l'idée de bien commun et comment on va pouvoir gérer un espace qui peut être à côté de l'école ou un peu plus éloigné. Et il y a après tout le travail qui est fait avec les collectivités territoriales sur les végétalisations de cours d'école, mais également de bâtiments. Dans la ville, on voit un peu partout des plantes qui sont en train d'être positionnées. Voilà, donc ces objectifs sont divers, mais surtout complémentaires. On n'est pas en train de faire l'école dehors que pour faire des sciences, contrairement parfois à ce qu'on peut penser. C'est-à-dire qu'on va pouvoir enseigner toutes les disciplines, j'y reviendrai après avec des exemples concrets, et de fait, on offre des situations d'apprentissage très concrètes qui vont faire sens pour les enfants, parce qu'on va pouvoir manipuler, on va être sur le terrain, on va observer directement. Ça enrichit énormément le contact, même avec les apprentissages. Voilà. En plus, quelque chose de très important et qu'on essaie de travailler, c'est vraiment une coopération et un travail entre les élèves. Très simple. Par exemple, je me retrouve dans la forêt ou sur le domaine de Restinquières avec mes élèves. J'ai un problème de pierre ou de tronc à bouger. Ça va être plus facile si on peut s'entraider et porter ensemble. Donc là, on va travailler des nouvelles valeurs qu'on travaille déjà à l'école, mais là, on aura des situations plus concrètes qui le permettront. Évidemment, le bien-être qui est primordial pour les enfants et se retrouver dans la nature permet effectivement de diminuer le stress, d'avoir plus d'espace. On peut s'exprimer un peu différemment que dans une classe. Voilà. Donc Sylvain, est-ce que tu peux nous donner un peu les caractéristiques des forest schools et le lien qu'il y a avec l'éducation nouvelle ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit qu'en France, on a un bouillonnement, on a une multiplication d'associations, on a des initiatives qui viennent de partout, mais il faut aussi voir qu'il y a un courant international qui est structuré, et donc qui s'appelle les Forest Schools, et qui ont comme caractéristique donc une association internationale qui a essayé de lister un petit peu, j'allais dire, les règles simples, en tout cas, qui prouveraient qu'en tout cas, on est dans une éducation à l'extérieur.
Et donc là, je vous ai mis les 4 plus importants. Évidemment, pour eux, c'est un processus à long terme, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose, comme l'a dit là justement Corinne, c'est-à-dire qu'on va redimensionner aussi tout le travail de toutes les disciplines, et donc on va même refuser la segmentation des différentes disciplines scolaires en parlant justement d'une pédagogie de projet, mais on va aussi travailler sur le long terme, c'est-à-dire qu'on va pas faire une séance sur la nature, mais c'est un travail à long terme et donc qui nécessite une régularité et des sorties en nature, non pas nécessairement quotidiennes, mais régulières, on va dire, plusieurs fois par semaine. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental pour bien noter qu'il ne s'agit pas d'une simple sortie, mais bien d'un cycle qui est planifié ici d'observation et de travaux. Et puis les sorties ensuite se font dans un environnement, alors certes souvent le mieux évidemment c'est boisé ou naturel, mais qui de plus en plus va permettre à l'apprenant, c'est-à-dire aux élèves et aussi à l'enseignant d'avoir une autre relation pédagogique qui nécessairement peut être privilégiée dans un environnement boisé, mais peut se faire aussi dans un environnement naturel, urbain. Et évidemment, c'est une des clés, à mon avis, pour l'avenir justement des forest schools et surtout de l'éducation en dehors, c'est de bien penser pour l'urbain, puisque la majorité de la population vit dans les villes. Et puis ensuite, de concevoir une pédagogie active, parce qu'avec tout ce que j'ai essayé de montrer du point de vue historique, c'est que c'est des pédagogues d'éducation nouvelle qui ont essayé de réfléchir à une pédagogie active. C'est pas parce qu'on va dans la nature que c'est actif. Ça privilégie, c'est un levier, mais c'est pas par nécessité. De toute façon, rien n'est par nécessité. Et surtout, rien n'est naturel. Là, si on prend un euphémisme aussi, c'est de penser cette pédagogie active avec justement les élèves pour en faire des vrais acteurs de leurs apprentissages. Et là, évidemment, l'autre axe qui est donné par ces principes des forest schools, c'est de montrer que tout cet ensemble, finalement, ce développement des enfants de façon intégrale, peut développer justement leur curiosité, leur créativité, leur autonomie, leur estime de soi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup là d'études maintenant anglaises qui montrent bien des résultats concrets, précis ici et chiffrés. Et puis la dernière chose, c'est aussi évidemment de permettre de mieux connaître son environnement. C'est quand même aussi une des clés, c'est de mieux connaître cet environnement. Et on voit bien que dans ce principe des forest schools, c'est évidemment quelque chose d'assez fondamental aujourd'hui dans une notion de transition écologique qui pourrait être faite. Donc là, je vous ai mis quelques images d'ailleurs du monde entier qui montrent que certes, on peut être en forêt, c'est le terme même de forest school, mais que de plus en plus, on est en train de penser des écoles qui seraient en lien direct avec la nature. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai parlé d'Ovide de Crolly. Systématiquement, une école de Crollienne se met à côté d'un bois. Donc, vous avez à côté de Bruxelles, à côté du bois de la Cambre, à Paris, à côté du bois de Vincennes, et à Barcelone, la même chose. Donc ici, c'est important d'avoir des différentes possibilités. Et puis là, je vous ai mis cette dernière image parce que quand on pense forest school, et c'est, je crois, l'idée aussi à penser pour l'avenir, c'est une vision aussi en lien avec des choses parfois simples. C'est comme avoir un potager dans cette école ou avoir des animaux systématiquement, pas simplement pour les observer en tant que tels, mais aussi pour pratiquer avec eux des activités importantes et fondamentales pour le développement des enfants ici. Et puis, je vous ai mis une petite image, si vous voyez les 2 dernières images que j'ai prises d'ailleurs il y a quelques jours, parce que justement, à la crise sanitaire, notamment en Italie, a permis le développement d'une école à la plage. Et c'est aussi peut-être l'idée, c'est la nature, c'est pas simplement la forêt, mais ça peut être à la plage. Et en dessous, vous en avez une qui est près dans Vendée, il me semble, et vous en avez surtout en Espagne, plusieurs écoles connues et qui étaient extrêmement importantes à Barcelone dans les années 30, pour vous montrer encore une fois que c'est quelque chose d'assez ancien. Alors évidemment, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que cette école en dehors est pour tous les enfants et surtout aussi pour tout âge? Et là, je laisse la main à Corinne. Alors, effectivement, on peut envisager ces apprentissages de fait de la maternelle au cycle 3 au moins, pour ce qui me concerne. Donc le cycle 3, pour moi, va jusqu'à la 6e.
Vous voyez différentes activités que nous avons fait avec EducNature. Alors, sur le bas, ce sont plus des écoles maternelles sur lesquelles soit on travaille effectivement directement la confiance en soi, hein, sur l'image qu'on a en bas à gauche, 2 enfants, un qui a les yeux bandés, l'autre doit guider son camarade. Et là, on est en train de découvrir notre univers. Après, ça peut être du land art. En bas, à un moment donné, une petite fille s'est mise à faire une couronne. Donc là, on travaille la motricité fine, pardon. On tresse. Donc là, vraiment, on s'apprend à prendre des choses avec les mains, donc pour préparer l'écriture. Ensuite, on a une exploration de terrain pour observer des petites bêtes. Puis des formes géométriques. Donc là, c'est au niveau du château de Restinclières. On observe le château et on retrouve en fait des motifs. Par exemple, donc, ce sont des activités de maternelle. Mais après, là, avec des cycles 2, cycle 3, c'est les images surtout du dessus, on a soit des dessins d'observation scientifique avec de l'écriture. Ensuite, on a sur l'image environ du milieu où il y a un tableau blanc, on voit des enfants en cercle et un grand pain au fond. Donc là, c'est une classe que j'ai suivie cette année. Là, on a fait des apprentissages mathématiques, c'est-à-dire qu'à partir de cet arbre, on a essayé de déterminer sa hauteur et ensuite son âge en faisant des problèmes complexes. Et pour déterminer la date à laquelle il a été mis en terre, par exemple. Voilà. Donc tous ces apprentissages peuvent être aussi réalisés au collège, et mes collègues le font déjà bien en sciences et vie de la Terre, aussi en EPS quand ils font des courses d'orientation, par exemple, ou en art plastique. Et il y a plein d'animations qui sont d'ailleurs réalisées en ce sens. En plus, ce qui est très intéressant, vu que le temps de l'enfant, c'est pas que du temps scolaire, il faut l'imaginer sur l'ensemble de son temps. Donc déjà, ça peut être aussi d'y travailler avant la maternelle, donc en crèche, mais aussi sur un temps du départ, c'est-à-dire l'accueil jusqu'à la garderie, en passant par le temps méridien, la cantine des enfants. Alors, ces apprentissages peuvent avoir lieu dans des lieux divers. Donc ça, de la même manière, ici, sur le domaine de Restinclières, donc Garrigues, la Mare, on va utiliser différents lieux, la vigne, différents apprentissages liés avec ça. Il ne faut pas avoir peur d'allier aussi proche de l'eau. Donc là, une classe qui a été encadrée au niveau de l'étang de Thau pour faire des mesures de syngnathes, des petits poissons, ou sur un bateau comme là sur le Sea Explorer qui se situe à Agde et qui accueille des classes pour aller en mer. Dans la cour d'école, évidemment, et en lien avec les mairies et les collectivités territoriales, là, on a mis en place des bacs pour faire du jardinage et en plus, un hôtel à insectes qu'on a construit avec les élèves. Ça fait sens, de fait. Ensuite, en ville, c'est faisable largement. Par exemple, là, je suis dans un parc, le parc de la Croix d'Argent, on met en place une aire terrestre éducative avec des collégiens. Et dans le centre-ville, par rapport à un projet habitat durable, et le CPE à Pieux, qui a fait une animation en lien sur la ville médiévale à Montpellier. Et évidemment l'Esplanade, qui est aussi un site qui s'y prête. Voilà. Le lien entre les apprentissages qui se situent à l'intérieur des murs, donc en classe, et à l'extérieur est primordial. C'est-à-dire qu'évidemment, à partir par exemple là d'une approche disciplinaire, travaille par exemple avec des élèves sur la reproduction sexuée, asexuée des plantes. On peut avoir un cours, une explication en classe et ensuite on va sur le terrain pour aller cueillir des plantes, observer, faire des échantillonnages, faire de la reconnaissance pour arriver à une flore et ensuite à un exposé pour expliquer aux camarades en fait tout ce qu'on a appris. Donc là en plus on est dans l'échange et on est dans des apprentissages qui vont bien au-delà des connaissances scientifiques. Ensuite, pour une approche sensible, et les deux sont complémentaires, l'un n'empêche pas l'autre, toute une partie travaillée par exemple sur des poèmes, des haïkus, alors là c'était un travail en coopération avec l'OCCE. Aussi, on peut travailler en imaginant des arbres et donc en danse. Et après, voilà, tout est, en art plastique, c'est aussi très facile avec des éléments naturels, travailler le land art. Cette approche est très, très intéressante, surtout si elle s'adresse à tout le monde, qu'on soit une fille ou un garçon, parce que justement, la nature permet d'avoir donc un milieu qui n'est pas genré. Et ça, on y tient vraiment. Ensuite, pour des enfants qui viennent de tout milieu socioculturel, parce qu'effectivement, questionner le monde, c'est préparer le monde d'après et son rapport à l'autre. Voilà. Et ensuite, avec des enfants qui ont des profils particuliers, donc qu'on ait une forme de handicap, comme là, c'est typiquement sur le chemin pour aller aux Lèzes, au domaine de Restinclières. Voilà, on voit qu'on peut emmener tous les enfants, quel que soit
un handicap moteur, un handicap qui peut être un trouble de l'attention. Alors, on n'est pas dans le cas dans des troubles autistiques aussi. Tous ces enfants, justement, la nature va leur faire énormément de bien. Alors, évidemment, nous sommes dans le cadre d'une école inclusive et pour la réussite de tous les élèves. Je continue sur la formation. Donc, est-ce qu'on a besoin de se former ou d'être formé pour se lancer? Bon. La réponse est effectivement, on n'a pas besoin de formation pour se lancer, mais néanmoins, puisqu'on doit envisager ces apprentissages dans une forme de régularité, c'est-à-dire que certains enseignants vont sortir une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours, voire même peut-être chaque jour, hein, s'ils le peuvent. Il faut qu'il y ait une progression des apprentissages pour ce va-et-vient, et puis parce qu'on a des programmes néanmoins, il faut qu'il y ait des connaissances minimales à acquérir. Donc, la formation va être intéressante et importante parce que certains enseignants, parfois, peuvent se sentir pas forcément en mesure de maîtriser tous les savoirs à transmettre aux élèves, surtout à l'extérieur, parce qu'on n'enseigne pas du tout de la même manière dans une classe et à l'extérieur. Et après, il va y avoir tous les problèmes logistiques. Donc, effectivement, la formation, ça peut être bien. Et là, par exemple, au domaine de Restinxière, on a fait une formation avec le groupe de production de ressources EDD et la DSDN 34 envers des enseignants du premier et du second degré, donc il y a 2 ans déjà. Et là, concrètement, on a proposé des actions à mettre en place directement dans les cours de collège et d'école. Ça peut aussi avoir lieu, par exemple là, le cas de l'Université de Montpellier qui a fait une formation en mer avec des étudiants qui travaillent sur la médiation scientifique. Plein de formations sont en cours hein, et on travaille là-dessus. Alors, il y a des animations pédagogiques qui sont proposées. Alors, elles n'ont pas forcément eu lieu cette année à cause de la crise sanitaire, mais on compte bien travailler là-dessus l'année prochaine. Et ensuite, des modules aussi qui sont travaillés actuellement avec Canopé. Et évidemment, tous les mouvements associatifs qui font également des animations et des formations pour leurs adhérents. Donc, Sylvain, la dernière partie, pour toi, est-ce que tu penses que c'est une révolution pédagogique? Alors, le mot, évidemment, est assez fort, mais on voulait le mettre en conclusion, hein, parce que c'est notre conclusion, mais la question se pose véritablement. Il semble quand même qu'il y a des éléments qui nous montrent que ça peut être justement une révolution, on va dire, de velours, parce que justement, elle ne mettrait pas en rupture véritablement le système actuel public, mais il permettrait un glissement. Mais il y a quand même des éléments évidemment à prendre en compte. D'abord, ça veut dire que dans les finalités même de cette école, la notion de bien-être, de développement et d'épanouissement personnel, d'autonomie, d'estime de soi et de confiance que l'on retrouve dans les programmes de l'éducation nationale doivent être mis en avant véritablement et pensés en tant que tels et pas simplement au-delà des simples mots. Ensuite, l'autre élément, c'est aussi la prise en compte aussi d'apprentissage informel, c'est-à-dire que l'école, par son histoire en tout cas, a beaucoup développé des apprentissages dits formels, c'est-à-dire de lien véritablement avec aussi l'enseignant, mais aussi de choses liées à la force en tout cas des disciplines scolaires, du manuel scolaire, etc. Là, avec les apprentissages informels, on a évidemment un développement qui est équilibré aussi et qui reprend la notion d'éducation intégrale, de ce côté aussi affectif, de relation, de sentir le vent, de sentir aussi la pluie, de sentir la terre, des éléments qui sont aussi importants pour un développement. Et évidemment, on en est tous persuadés, mais évidemment, du côté scolaire, c'était pas, on va dire, l'avancée, je parle pour le système français. C'est une révolution pédagogique quelque part parce que dans tout ce qui a été dit par Aurélie comme par Corinne, on voit bien que c'est une relation aussi pédagogique qui serait renouvelée, c'est-à-dire c'est repenser aussi le lien entre l'adulte et l'enfant par justement des activités qui ne seraient pas simplement scolaires, pas simplement disciplinaires, mais qui permettraient en tout cas d'avoir une histoire commune en tout cas et une expérimentation ensemble, puisque la force évidemment d'être dans la nature, c'est aussi d'expérimenter des éléments et c'est une des clés. Et donc, révolution pédagogique, oui, parce que finalement, ce n'est pas une utopie. Et c'est pour ça que je suis parti, évidemment, du côté aussi historique, c'est de montrer que les écoles que je vous ai montrées, c'est des écoles vivantes, c'est des écoles qui ont une histoire, qui ont souvent plus de 100 ans d'âge et qui fonctionnent extrêmement bien. Et là, je parle vraiment, encore une fois, d'exemples français. Autre élément qui nous montrerait qu'on est dans une révolution pédagogique, parce que ce qu'a dit Corinne aussi, c'est qu'on voit bien que ce ne sont pas des techniques.
mais que derrière ces éléments, derrière ces activités, il y a des finalités. Et c'est là où il faut évidemment repenser. Et là, ça fait aussi écho à ce qu'a dit Aurélie, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'en repensant un petit peu ce lien avec la nature, eh bien, on repense aussi une notion d'une autre société, hein, une société qui prendrait en compte véritablement l'individu et aussi une société de transformation sociale et d'émancipation individuelle et collective. C'est évidemment une des clés aussi de faire que cette école dehors ne soit pas simplement une activité parmi tant d'autres, mais qu'elle soit vraiment un élément de transformation. Et puis, bien sûr, le dernier important, c'est que je crois que l'on a pu vous montrer que nous sommes face à un courant qui est vivant, actuel, comment dirais-je, qui est plutôt international et qui se retrouve évidemment à différents niveaux hein, de classe, que ça soit aussi de la maternelle, du primaire et même du supérieur et du secondaire et du supérieur. Voilà donc ici cette conclusion qui essaye d'être optimiste aussi hein, dans une idée de ce mouvement qui finalement a été amplifié à notre avis par évidemment la crise sanitaire, mais qui a aussi une histoire et qui donc ne demande qu'à être continué. Merci.